France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, un club des arts aujourd'hui avec Bénédicte Savoie, professeure à l'Université technique de Berlin et au Collège de France. L'historienne revient dans un livre édité au Seuil sur le long combat de l'Afrique pour son art. Elle nous en parle à l'occasion d'une exposition à voir aussi à Paris si vous le souhaitez, consacrée à la figure, aux politiques culturelles et à l'héritage de Léopold Sédar Senghor. Senghor et les arts, réinventer l'universel, c'est au musée du Quai Branly à Paris. Co-autrice avec Felwine Sarr d'un rapport commandé par l'Élysée sur la restitution du patrimoine culturel africain. Bénédicte Savoie est aujourd'hui l'invitée de l'entretien de Bienvenue au club. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Sacha Mattei, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez. À la réalisation, Félicie Faugère avec Anthony Thomasson. Et bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. Bonjour. Le titre de votre livre, qui vient de paraître au Seuil, parle au présent. Ce long combat de l'Afrique pour son art n'est pas ou ne serait pas terminé ? Il n'est ni terminé ni nouveau, puisque l'une des découvertes que nous avons faites avec Felwine Sarr au moment où nous avons travaillé sur ce rapport que vous avez évoqué à l'instant. 2018, ça fait déjà 5 ans. L'une des grandes découvertes que nous avons faites, un choc en fait, on a été tétanisés, pétrifiés, de découvrir dans les archives, notamment du musée du Quai Branly, que tout ce que nous étions en train de faire, ce travail sur la question des restitutions et dont nous croyons naïvement que nous étions la première génération, après un jeune président qui lançait un nouveau sujet, que tout ça avait déjà été dit quand on était en CP, CE1, tous les deux, Felwine Sarr et moi, dans les années 80. Et ça m'a donné envie de reconstituer ce premier débat. D'accord. Et c'est un débat qui est toujours très actuel, ici comme en Afrique. Ici, c'est en France, voire en Europe, parce que dans ce livre, vous parlez aussi de l'Angleterre, vous parlez aussi de l'Allemagne, vous parlez aussi de la Belgique, et on va voir comment ce débat vit et s'anime encore aujourd'hui. Quand est-ce qu'il a débuté ? Un peu avant même ces années 80, où vous étiez en CP tous les deux. Réellement, pour la première fois, écrivez-vous dans les années 70, Il débute en fait au moment des indépendances, même avant, mais au moment des indépendances, il s'exprime avec force, avec des manifestes, des premières demandes. Un grand manifeste paru dans la revue francophone Bingo, qui paraît à Dakar à l'époque, qui s'intitule « Rendez-nous l'art nègre » de Paulin Joachim, un grand poète à l'époque, qui est le premier à dire « On est des États indépendants désormais, on a besoin de force pour construire notre avenir, et cette force, elle nous viendra de la reconnexion avec nos propres cultures immatérielles, nos religions, nos langues, nos savoirs, mais aussi matériels, nos objets. Alors rendez-nous nos objets. » Ça commence sur le continent africain. Cette discussion est panafricaine, elle dure longtemps, et puis elle finit par arriver sur les bureaux des directeurs de musées européens. Et là, dans les années 70, c'est la guerre. Et le pays précurseur ? Le pays précurseur du côté africain, c'est très certainement celui qui se bat le plus, et depuis le plus longtemps, c'est très certainement le Nigeria, suivi du Ghana et du Sénégal. Mais il ne faut pas les séparer, parce que ces séparations, à vrai dire, sont l'une des raisons de ce combat aussi. Oui, vous disiez discours et prise de position panafricaine aussi. Quelles sont du coup les grandes étapes de ce combat et les partis en présence ? Alors, d'abord, sur le continent africain, au moment des indépendances, une poignée d'intellectuels de très haut niveau, comme le futur prix Nobel de littérature Wole Soyinka, Paulin Joachim que j'évoquais à l'époque, des gens qui font du cinéma, donc de jeunes cinéastes. Cette poignée de jeunes intellectuels se mobilise, repris par des politiques comme Mobutu Sese Seko, qui à l'époque est déjà reconnu comme un dictateur, mais qu'on écoute, qu'on invite à la tribune de l'ONU en 1973. Et à partir du moment où cette voix africaine passe aux États-Unis, à l'ONU, et que l'ONU délègue la résolution du problème à l'UNESCO, son antenne culturelle, tout ça arrive en Europe. Donc, un premier temps sur le continent africain, au sud du Sahara, très fort, très puissant, une traversée vers les États-Unis, puis un retour vers l'Europe, et vers l'Europe, ça pointe, c'est vraiment très très fort en 76, 77, 78. Vous n'avez pas cité Senghor, à moins que je ne l'ai pas entendu nommer. Pourtant, alors il est en ce moment, je l'évoquais, à l'honneur dans une exposition au Quai Branly, à juste titre, parce que c'était une grande figure intellectuelle et culturelle à l'époque du Sénégal, dont il fut aussi président au lendemain de l'indépendance en 1960. Pourquoi c'est un sujet qui n'était pas son combat premier à lui ?
D'abord, j'embraye sur ce que vous venez de dire sur cette exposition qui est magnifique. C'est très beau de voir Senghor à l'honneur ici à Paris, de voir le travail qu'ont fait les commissaires sur sa politique culturelle, précisément les commissaires dont Sarah Friou-Salgas, la belle affiche de cette exposition. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas évoqué, c'est que le combat prend forme presque contre lui dans les années 60. Ce premier manifeste que j'évoquais tout à l'heure dans la revue Bingo est pratiquement directement un scud contre Léopold Sédar Senghor, qui à ce moment-là, on est en janvier 65, quand ce texte paraît. Senghor est en train de préparer le grand festival de 1966, et notamment l'exposition. Et on entend dans les milieux dakarois à cette époque que les œuvres qui vont être prêtées, les œuvres d'art anciens africains qui vont être prêtées pour l'exposition, prêtées des États-Unis, de France, etc., vont ensuite repartir. Et là, il y a toute une jeune garde qui trouve que Senghor est trop français, trop conciliant, qui va justement se mobiliser contre lui, mais qui va aussi être étouffé pratiquement tout de suite, puisque les autorités françaises, ceux qui co-organisent l'exposition, demandent à Senghor par écrit de s'engager à ce que les demandes de restitution du patrimoine africain vers l'Afrique soient étouffées, sinon les prêts n'auraient pas lieu, sinon l'exposition n'aurait pas lieu. Et tout ça, c'est prouvé par écrit, on trouve des traces de tout ça, donc c'est extrêmement intéressant de voir ici à Paris Léopold Sédar Senghor à l'honneur, et en même temps de comprendre qu'il n'a pas été consensuel à son époque. Oui, qu'il a même un peu fait le jeu de la France, en tout cas, à ce moment-là. Ça s'expliquait probablement par le contexte historico-politique, mais il faut quand même aussi revenir sur ce qu'était sa conception de la culture. Il faut expliquer un peu ça, parce que c'est passionnant. Il avait une vraie vision. L'exposition le montre bien. Il plaçait la culture au début et à la fin du développement. Il menait une diplomatie culturelle active visant à mettre en avant les productions culturelles africaines. C'est dans les mots de Mohamed Mbougar Sarr, qui est l'un de nos récents prix Goncourt, Senghor croyait au pouvoir réel, c'est-à-dire révolutionnaire de la culture. Ça, Mohamed Mbougar Sarr le dit. Il voulait quoi ? Il voulait quand même changer le récit sur la culture. Il s'agit de réussir à faire passer l'idée d'un universalisme au singulier à des universalismes au pluriel, et à l'idée qu'on peut penser l'universalisme depuis d'autres points du monde que l'Europe, qui le revendique pour elle-même. Et cette idée de la représentativité de toutes les cultures pour les autres cultures, c'est une idée qu'il partage, Senghor, à l'époque, avec un grand nombre d'autres intellectuels. Et d'ailleurs, même si tous ne sont pas d'accord sur la question des restitutions, l'idée que la culture, c'est la nourriture. Comment on appelle ça ici en France ? La nourriture qui vous donne des muscles, là. Enfin, les amphétamines. La culture, c'est les amphétamines pour devenir fort, pour faire votre avenir. Et ça, ils le partagent tous. Sauf que Senghor est plus conciliant, plus diplomatique, plus lié à l'État français, tandis que la jeune garde qui se plaint que les œuvres repartent dit « Ah non, nous on veut nos muscles », et c'est des muscles intellectuels pour donner forme à notre avenir, pour le façonner. Et pour ça, il faut qu'on se reconnecte aussi avec nos arts anciens. Vous vous nourrissez d'amphétamines, vous, au petit déjeuner ? Non, mais je vois les jeunes qui le font et qui gonflent très vite. Oui, qui gonflent très vite. Les protéines, c'est plus raisonnable, quand même, entre les deux. Pas seulement un art du passé, mais bel et bien un art du présent. L'art nègre est au milieu du XXe siècle une source jaillissante qui ne tarit pas. Dit-il, un élément essentiel de la civilisation de l'universel qui s'élabore sous nos yeux, par nous et pour nous, par tous et pour tous. L'exposition souligne cette double dimension de sa politique culturelle, toujours entre enracinement et ouverture. Vous évoquiez ce festival qu'il a imaginé, créé. On peut parler aussi du musée dynamique de Dakar, mais on l'écoute d'abord en 1966, lors du discours d'ouverture du premier festival mondial des arts nègres qu'il a imaginé. La culture est le fondement et le but du développement. Mais pour dialoguer avec les autres, pour participer à l'œuvre commune des hommes de conscience et de volonté qui se lèvent de partout par le monde, pour apporter des valeurs nouvelles à la symbiose des valeurs complémentaires par quoi se définit la civilisation de l'universel, il nous faut, nous nègres, être enfin nous-mêmes dans notre dignité, dans notre identité retrouvée. Être nous-mêmes en cultivant nos valeurs propres
telles que nous les avons retrouvées aux sources de l'art nègre. Celles-là qui, par-delà l'unité profonde du genre humain, parce que nées de données biologiques, géographiques et historiques, sont la marque de notre originalité dans la pensée, dans le sentiment, dans l'action. Être nous-mêmes, non pas sans emprunt, mais je dis pas par procuration. Être nous-mêmes par notre effort personnel, collectif en même temps et pour nous-mêmes, sans quoi nous ne serions que de mauvaises copies des autres au musée vivant. Voilà, on entend le nous et les autres, cette idée d'un universalisme qui n'est pas la conformité. Pour autant, c'est vrai qu'il va laisser un héritage contrasté, Bénédicte Savoie, et les critiques ne vont pas manquer de fuser à son encontre sur sa conception de l'art, qui a été jugée par certains néocolonialiste, avec une opposition dans le pays, notamment une opposition artistique orchestrée par le peintre El Hadjissi et d'autres voix qui se sont élevées, mis un peu en réserve face à cet étatisme culturel qu'il a aussi défendu et porté. Il y a aussi une question de génération. C'est un homme qui n'est plus tout à fait jeune, et la jeune génération, ceux qui ont 20 ans au moment des indépendances, évidemment, veulent autre chose. Et on connaît ces effets de génération toujours dans notre propre histoire. Et quand on l'entend, et c'est vraiment très émouvant que vous ayez diffusé cet extrait de discours, parce qu'on voit bien qu'il négocie, en fait. Il est en train de négocier qui sommes-nous. Et cette négociation autour de la question du patrimoine, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans les années 60, plus généralement dans d'autres pays africains, en quoi la culture fait de nous des membres de l'humanité et comment pouvons-nous le montrer au reste de l'humanité et continue de le faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment une chose, c'est-à-dire que le patrimoine est toujours une négociation. Le patrimoine, c'est pas une masse A qu'on déplace de A vers B au moment de restitution ou autre, on comprend. C'est toutes les négociations qui vont autour, et c'est ce qui rend cet extrait extrêmement intéressant. Et tous les débats sur la restitution aussi. Il n'est pas seul ce jour-là, en plus. Il y a des représentants de la culture française à l'occasion de ce discours. Oui, évidemment. Il me semble que Malraux était là. Il parle, de toute façon, il parle toujours pour plusieurs personnes à la fois, plusieurs auditoires à la fois. Pour autant, dit encore l'écrivain goncourisé Mohamed Mbougarsar au sujet de celui qu'il appelle dans son roman l'encombrant Senghor, c'est parce que Senghor a, avec d'autres, mené ce combat, celui de la culture, que cette question n'en est plus une pour des Africains de ma génération. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il écrit dans la formidable revue, l'hebdo Le 1, qui a consacré à cette figure de la vie intellectuelle et politique sénégalaise son dernier numéro. Il est important peut-être de rappeler aussi qu'il y a ce conflit de génération déjà à l'époque, il est encore existant aujourd'hui, et pour autant il y a un héritage, il y a une trace qui a été laissée par les politiques culturelles de Senghor et par son activisme aussi diplomatique. Vous êtes avec nous, Bénédicte Savoie, jusqu'à 12h30, on vous en remercie. Vous arrivez du Cameroun, vous repartez ce soir à Berlin, où vous vivez et où vous enseignez. Le Cameroun, pourquoi ? Pour un projet de recherche passionnant sur un atlas de l'absence du patrimoine camerounais et de sa présence en Allemagne. Voilà, alors on parle d'absence, on parle de vide et on parle aussi de restitution de ce patrimoine culturel avec vous jusqu'à 12h30.
lives of the population. We grew up with these tales. I'd rather make head of them than to shake them. Let my music be the fruit of knowledge, digest and taste. Recipe not for waste, let us embrace them. Love like cooked food and passed down through generations. A journey across the sea and home's the destination. A soulless spirit to Okpong celebration. Being a minute, so forgive my pronunciation. My bad. Protect this route that I'm taking. Swoop any loose roots causing frustration. We're facing a change and the people need saving. Waving for sun rays, the storms have been sailing. The walls have been caving, but look, we're amazing. We still rise, strength of the ancestors' praises. Pass through the ages, transfer my art onto pages. Cannot be silenced or faded. France Culture, bienvenue au club. Olivia Gesbert. Polyrythmie africaine et afrobeat pour cette saxophoniste britannique Camilla George et cette création Abazi and Atai avec Sanity et Daru Jones. Elle était à écouter là dans notre Bienvenue au Club, mais elle est à retrouver aussi le 2 mars dans le cadre du festival Jazz en Or à partir de 20h au théâtre Charcot à Marcq en Barweul, si je prononce bien et je l'espère. Bénédicte Savoie est aujourd'hui en Barreuil. Bénédicte Savoie est aujourd'hui notre invitée jusqu'à 12h30, historienne de l'art. Elle publie Au Seuil, le long combat de l'Afrique pour son art. Avec ce sous-titre qu'il faut peut-être expliquer et raconter, Histoire d'une défaite post-coloniale. Vous insistez sur cette dimension post-coloniale dans l'ouvrage et sur les combats des pays d'Afrique anciennement colonisés par la France. Pourquoi cette période va être déterminante? On disait, ce combat pour la restitution s'ouvre dans les années 70, mais c'est pour le continent et pour ces pays réellement une autre page qui s'ouvre, une page qui se tourne, notamment dans le rapport de force qu'ils vont pouvoir essayer d'instituer avec l'Europe. Rapport de force et peut-être pas vraiment, car au début, les demandes sont très douces. Les premières demandes qui émergent, officielles, quand le Nigeria demande pour la première fois quelque chose au musée allemand, au musée britannique, au musée de Vienne, en Autriche par exemple, on retrouve ces lettres partout dans les archives. Ils demandent des prêts à long terme de quelques objets pillés par les Britanniques en 1897. C'est peut-être parce qu'elles ont été trop douces que ça n'a pas marché? C'est certainement parce qu'elles ont été trop douces que ça n'a pas marché, et c'est certainement parce qu'on sait que, à force de frustrer ceux qui demandent, cette douceur se transforme en frustration, précisément, et parfois aussi en agressivité, qu'il était temps de remettre ces questions récemment sur la scène politique et d'en parler. C'est quoi il était temps? Parce que ça peut transformer effectivement ces revendications en épuisement, c'est-à-dire qu'on abandonne, en tout cas un temps, et en colère. Quand est-ce qu'elles sont revenues sur le devant de la scène, ces demandes de restitution? Les demandes n'ont jamais vraiment cessé, mais sur la scène européenne, en tout cas, les pouvoirs politiques ont repris la question en main il y a 5 ou 6 ans, simplement. C'est la République du Bénin, ce petit pays entre le Togo et le Nigeria, mais grand pays par son histoire, qui a le premier réussi à obtenir une restitution substantielle de son patrimoine. Par la France, en 2021 notamment. En 2021, 2,5 tonnes d'objets royaux d'Abomey, qu'on voit d'ailleurs en partie dans le film Woman King, la femme roi. C'est un film qui se passe à Abomey à ce moment-là. Voilà. Et on voit ces pièces du musée du Quai Branly dans un grand film d'Hollywood, c'est très marrant. En tout cas, le Bénin est le premier à avoir remis la question de manière insistante sur le tapis et avoir obtenu ces restitutions. Vous êtes titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe du 18e au 20e au Collège de France. Ce que je voulais comprendre, c'est pas la première fois que vous travaillez sur la question de la restitution de biens volés, spoliés, dans d'autres périodes de l'histoire, dans d'autres contextes. Quelle singularité ces spoliations
ont-elles pendant cette ère coloniale entre la France et l'Afrique ? Juste un mot, cette histoire de Collège de France s'est arrêtée. C'est terminé ? Oui, oui. Oh, pardon. Non, Je ravive un souvenir qui était heureux, j'espère. un très beau souvenir, un souvenir Dans une belle institution. m'a donné beaucoup d'énergie et beaucoup d'amitié. Oui, c'est un sujet qui m'occupe depuis longtemps, puisque mes tout premiers travaux universitaires portaient sur les spoliations napoléoniennes en Europe, et sur les traumatismes que ça a laissés, sur les discussions sur les restitutions, justement, auxquelles ça a donné lieu au début du 19e siècle. Et c'est intéressant de voir que certains schémas, certains arguments sont finalement toujours les mêmes. Celui du fait qu'une blessure patrimoniale, c'est une blessure qui ne se referme pas. Et que plus le temps passe, moins elle se ferme. Plus le temps passe, plus elle devient difficile à porter et difficile à cicatriser. Donc, quand je disais tout à l'heure, il était temps que ces questions soient à nouveau traitées, ça fait 60 ans que les pays africains demandent. Et justement, c'est la question que je voulais vous poser. Aujourd'hui, cette restitution en Afrique, qui la demande ? Dans quelle mesure ce retour des œuvres d'art est une demande populaire, du peuple, des peuples, ou le fait d'une élite plutôt culturelle, voire politique ? C'est une excellente question à laquelle il est difficile de répondre, puisque dans les différents pays africains, l'Africain étant un continent immense, les situations sont différentes aussi. Si on regarde la République du Bénin, aujourd'hui, avec le retour qui a eu lieu, on voit bien qu'il y a eu un engouement populaire très fort autour de cette exposition des trésors restitués, et que désormais, pratiquement chaque enfant dans la rue, si vous lui demandez qui sont le roi Guézo, etc., saura vous répondre tout de suite, oui, on les a vus au musée, voilà, avec une exposition qui a attiré les foules. Dans d'autres pays, comme au Cameroun, d'où je reviens, les autorités politiques ne s'intéressent pas du tout à la question, l'élite politique, pas du tout. Ça vient vraiment des communautés, des chefferies traditionnelles, de certains activistes aussi dans les diasporas militants. Voilà, donc tout ça est différent de pays en pays. Il ne faut pas généraliser. Et ça aussi, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à apprendre sur les structures culturelles des différents pays quand on les regarde à travers ces questions de restitution. Mais c'est intéressant parce que dans un certain nombre de pays africains, il y a une montée du sentiment anti-français. Est-ce que ces restitutions sont, comme vous l'évoquiez, perçues là-bas aussi comme une restitution indispensable pour réparer cette blessure, hein, comme vous le disiez ? Oui. Comme une réparation, en fait. Oui, mais je ne mettrais pas ça en lien du tout avec le sentiment anti-français, pas du tout. Et en général, pas non plus avec une forme de haine ou de sentiment de revanche. Le sentiment ou les discours qu'on entend, que j'ai pu entendre, que je partage aussi, ou auxquels je suis associée, voient plutôt la question de la reconnexion avec soi-même. Comme le disait Senghor, mais maintenant, 60 ans après, comment faire pour que ces œuvres, quand elles rentreront, redeviennent quelque chose de naturel ? Comment les resocialiser ? Quelle place leur donner ? Et en fait, tout ça est plutôt beau, et plutôt doux, et plutôt amical, et voilà. D'une part, et d'autre part, la France est concernée, mais d'autres pays le sont peut-être bien davantage. On oublie vraiment souvent que l'Allemagne a été une puissance coloniale avec une politique culturelle extrêmement agressive. Il y a 40 000 pièces du patrimoine camerounais en Allemagne et 8 000 en France, juste pour donner un ordre de grandeur. Donc, ce sont des questions qui dépassent aussi le cadre simple de la France ou de la Belgique, qu'on connaît mieux ici. Ce qui se joue autour de la restitution du patrimoine culturel, des patrimoines culturels africains, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le champ des idées une controverse. Aujourd'hui encore, cette question des restitutions, elle reste controversée, et notamment en France. Et depuis votre rapport dit Sarr-Savoie, avec vos deux noms, celui de Felwit Sarr, aussi votre co-auteur, vous n'êtes plus, vous, Bénédicte Savoie, une voix totalement neutre dans le débat. Mais est-ce que vous pourriez quand même nous expliquer ce qui fait controverse ? Parce que quand on vous écoute, tout paraît simple et évident. Je crois que tout est simple et évident. Ce qui fait controverse le fait de moins en moins d'abord. Il s'agissait peut-être beaucoup, il y a encore 5 ans, quand nous avons, Felwit Sarr et moi, travaillé sur la rédaction de ce rapport, il s'agissait encore beaucoup, dans de nombreux pays européens, de blocage psychologique, de l'idée qu'on nous communique dès l'école, souvent, que ces œuvres du patrimoine mondial sont conservées uniquement dans de bonnes conditions si elles sont en Europe. L'idée que nos musées sont des lieux universels auxquels tout le monde a accès. Et puis c'est finalement, quand on se pose vraiment la question, mais oui, tout le monde y a accès, mais
Est-ce que les jeunes béninois, les jeunes dakarois, les jeunes camerounais y ont accès? Non, la politique des visas, la politique économique, etc., fait qu'ils n'y ont pas accès de facto, d'une part. Et d'autre part, certains arguments qui s'élevaient dans ce que vous appelez une controverse il y a quelques années, comme les Africains n'ont pas de musée, les Africains ne s'intéressent pas à l'art, les Africains ne sauraient même pas comment s'en occuper. Tout ça, c'est en train de tomber progressivement, puisque de grands musées existent sur le continent africain, à commencer par le musée des civilisations noires. Et ça veut dire qu'en Europe, en France notamment, les grandes institutions muséales tiennent la même position. Des grands musées, comme le Quai Branly, parlent d'une seule voix sur cette question-là? Non, il n'y a pas une seule voix et il n'y aura jamais une seule voix. Les questions de patrimoine, c'est comme les questions de laïcité, les questions de démocratie. Il y a toujours plusieurs voix et c'est parce qu'il y a plusieurs voix qu'elles nous portent et qu'elles sont vivantes. Mais des musées comme le musée du Quai Branly ou le musée de Tervuren près de Bruxelles, ou les musées allemands, qui sont très en pointe sur ces questions, sont en train de bouger. Et là encore, il y a sûrement un effet de génération. C'est-à-dire que les directeurs, souvent hommes, qui ont quitté leur fonction ces dernières années, sont remplacés dans beaucoup de lieux par des personnes plus jeunes, parfois des femmes, qui ont un autre rapport à la douleur des autres. Merci beaucoup, Bénédicte Savoie. Je vais renvoyer les auditeurs vers 2 expositions à voir actuellement. Senghor et les Arts, réinventer l'universel. C'est au musée du Quai Branly, on l'a évoqué durant cet entretien. Et puis une autre exposition peut-être d'art plus contemporain, ou une exposition plus contemporaine, c'est selon. Et c'est un conseil de sortie parce que Yel, il faut le dire comme ça, elle se fait rare en France. Première grande exposition sur les photographies de la sud-africaine Zanele Muholi, et elles sont actuellement à voir et présentées à la MEP. C'est une photographe activiste. Elle présente ses photos en ce moment et c'est jusqu'au 21 mai à Paris. Présentation et exposition très rare, première fois qu'on peut la voir dans ce cadre-là. Merci beaucoup à vous, Bénédicte Savoie. Le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite post-coloniale. Bénédicte Savoie, c'est paru au Seuil. Je vous remercie 1000 fois d'être venu nous en parler. Bon retour à Berlin. Merci.